m'appelle Anthony Fouchard et puis je travaille essentiellement pour Radio France Internationale en radio et France 24 pour la télévision, actuellement au Mali et puis un petit peu partout sur le continent africain. 50 000 km² entre le Soudan et le Soudan du Sud, contrôlé par des rebelles qui réclament non pas l'indépendance, mais l'autonomisation. Depuis 2011, les affrontements entre ces rebelles et l'armée soudanaise font rage, car dans les monts Nouba, la guerre est saisonnière. Quand la pluie s'arrête, ce sont les bombes qui recommencent à tomber. Beaucoup de difficultés, c'est ce qui a fait un peu la saveur aussi de ce reportage-là. Pour pouvoir accéder à cette zone-là, il faut d'abord aller au Soudan du Sud et ensuite franchir la frontière illégalement pour se rendre au Soudan, puisque les monts Nouba se trouvent au Soudan, dans la région du Kordofan. Le Soudan, comme je le dis dans le reportage ensuite, refuse les accès humanitaires, les observateurs étrangers et puis les journalistes aussi dans cette zone. Donc on n'a pas d'autre choix que d'arriver de l'autre côté, de l'autre côté. Le problème, c'est que la capitale est tout en bas et que les monts Nouba sont tout en haut. Donc on arrive dans la capitale, on prend un avion, on se retrouve à peu près à la frontière. Et là, il faut avoir négocié évidemment au préalable avec les rebelles qui contrôlent cette zone-là pour des laissez-passer. Et ensuite, on embarque dans des véhicules, ça dépend ce que c'est. Pour le coup, moi, c'était un petit 4x4. On attend qu'il fasse nuit et puis on traverse. Donc ça prend 6 heures, 7 heures, 12 heures, ça dépend de l'état de la route et de la saison dans laquelle on est arrivé. Et généralement, ça se passe bien puisque c'est une zone vraiment entièrement contrôlée par des rebelles. Donc si les autorisations ont été négociées en amont, il y a peu de chances qu'il arrive quelque chose. Au-delà de l'illégalité de la démarche, c'est pas très dangereux, quoi. Ce qui est extrêmement frustrant, pour moi ou pour l'équipe en l'occurrence avec laquelle j'étais, tant mieux pour les populations à vrai dire, mais on a un peu couru après les avions. Vous avez pu voir que un coup la bombe a été lâchée avant qu'on arrive, un coup les bombes ont été lâchées après qu'on soit parti. On a eu très peu de chance journalistiquement parlant et puis beaucoup de chance humainement parlant puisqu'on a évité de s'en prendre une sur la tête. Mais c'est vrai que ça ne sert pas forcément le reportage, quoi, puisqu'on arrive toujours après coup ou avant. Donc c'est pour ça qu'on a essayé d'axer sur autre chose, en fait, sur les conditions des populations civiles, sur la façon dont ils pouvaient vivre dans cette zone-là, avec seulement quelques puits, par exemple, pour l'eau, hein, qui est complètement inexistante. C'est des puits qui n'ont pas été entretenus depuis des années, depuis que les humanitaires ont pu accès à la zone. Si le gouvernement soudanais s'acharne autant sur cette région, c'est qu'elle est extrêmement riche en pétrole. Avec l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, Khartoum a perdu énormément de ressources. Pas question donc d'abandonner les monts Nouba aux rebelles, quitte à bombarder les populations civiles. Il y a effectivement un manque d'images qui correspondent aux propos bombardement. Ce qui est assez hallucinant dans cette zone-là, c'est que nous, on a visionné des dizaines de vidéos amateurs qui montrent à quel point ça peut tout d'un coup passer de scènes complètement anodines, comme c'est le cas ici, à des scènes de chaos. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces terriers sont creusés partout dans la vallée où on se trouvait. C'est que d'une minute à l'autre, et pour le coup, le matin, juste avant qu'on arrive, les avions avaient survolé la zone, ce qui généralement présage un largage dans les jours à venir ou dans l'après-midi. Donc tous les gens étaient un petit peu en alerte, mais comme ils vivent avec cette menace de manière permanente au-dessus de la tête, c'est cette décontraction apparente et assez paradoxale au final qu'on a filmé. C'est pareil dans l'hôpital où ce n'est qu'une césarienne, on verra peut-être la séquence ensuite. C'est loin des blessures traumatiques qu'il peut rencontrer en cas de blessure par balle ou par tir d'artillerie. Mais voilà, on est tombé à ce moment-là, on a passé plus de 15 jours, presque 3 semaines dans cette zone-là, sans se prendre une bombe sur la tête, c'est le jeu. Donc on essaye de l'illustrer autrement et c'est pas pour ça que ça change les conditions de vie de ces gens-là. Ils vivent avec la menace qui est permanente et ils en sont durablement traumatisés aussi, quoi. J'étais avec une équipe d'observateurs des droits de l'homme qui a franchi également la frontière de la même manière que moi, donc des enquêteurs internationaux. Sur lequel je me suis greffé. L'accès aux civils en soi, toujours parce que c'est une zone rebelle contrôlée par ces mêmes belligérants, elle est plutôt facile d'accès puisque les civils sont derrière, même si je schématise un petit peu, supportent ces rebelles qui les protègent et qui se battent pour l'autonomie de cette zone. Donc c'est facile d'y accéder. Après la barrière de la langue, on a un traducteur, ou plusieurs dans le cas présent, puisqu'il y avait des dialectes différents en fonction des zones dans lesquelles on évoluait. Donc des traducteurs et puis beaucoup de voitures puisqu'il y a des élongations très très grandes et des routes qui sont quasiment inexistantes, quoi. Dans les monts Nouba, il faut des heures de voiture, voire des jours entiers de marche pour arriver à l'hôpital Mother of Mercy,
la structure la mieux équipée de la région. Le docteur Tom Catena est l'un des seuls chirurgiens dans ces montagnes. La vie de plus d'un demi-million de personnes dépend de lui. Aujourd'hui, il se prépare pour une opération en urgence, une césarienne sur cette femme qui a perdu beaucoup de sang. Il faut sortir le bébé, mais après un premier cri, le prématuré ne respire plus. Une sage-femme lui insuffle alors de l'air. Quand vous dites hôpital avec beaucoup de monde, je ne sais pas si on se rend bien compte de ce que représente un docteur pour un demi-million de personnes. C'est 500 000 personnes, hein. C'est la taille d'une ville plus que moyenne ici en France, avec un médecin. Et quand je dis un médecin, chirurgien, accoucheur, gynécologue, obstétricien, tout ce que vous voulez, c'est lui qui endosse tous les rôles de A à Z dans une région où il faut parfois plusieurs jours pour arriver jusqu'à 7 structures. C'est la seule, en fait, dans ces monts-Nouba. C'est le seul hôpital qui est équipé. Alors il y a des humanitaires qui progressent toujours illégalement, hein, dans des petites structures de santé, avec des cliniques mobiles, avec des 4x4 équipés. Mais c'est un petit peu au petit bonheur la chance pour les populations de tomber dessus ou d'être au bon moment ou au bon endroit. Cet hôpital, c'est le seul qui est là, qui ne bouge pas, que tout le monde connaît. Et donc c'est pour ça qu'on l'a illustré. La problématique de cette région-là, c'est qu'en cas de bombardement, qu'ils aient eu lieu à 4 heures d'ici ou à 10 minutes, tous les gens vont se retrouver là, à plus ou moins longue échéance. Ils vont devoir se retrouver ici s'ils veulent survivre au final. On est arrivé avec ce docteur, donc Tom Catena, qui nous dit, qui me dit en l'occurrence, déshabille-toi, équipe-toi, et puis, équipe-toi, mets les tenues là, aseptisées, et suis-moi. Bon, bah moi très bêtement, je suis. Hein. C'est juste passé comme ça. On a filmé beaucoup d'autres opérations, des petites hernies, des petits trucs. Des opérations bénignes, comme vous dites, mais au final, cette césarienne, elle illustre assez bien le propos. Ça ne ressort pas énormément dans ce reportage-là, mais dans d'autres choses écrites qui ont été publiées à ce sujet-là. On explique tout aurait dû bien se passer pour cette dame-là. Bon, elle avait des contractions. Si elle avait eu accès à un hôpital dans les heures qui suivaient, ça l'aurait fait. Elle a marché 2 jours. Elle a marché 2 jours avec son bébé et puis ce qui se passait à l'intérieur d'elle. Moi, je ne suis pas médecin, je ne sais pas ce qui se tramait à l'intérieur. Et elle est arrivée vidée de son sang, il n'y a évidemment pas de réserve de sang dans l'hôpital, ou très très peu. Donc cette situation en apparence anodine, elle témoigne des difficultés que rencontrent les populations dans la zone pour des problèmes que nous, ici en France, on ne connaît plus.